Alors bonjour à tous, merci d'être ici avec Paul Jarquin, donc, qui est le président de FIBOA et le président également de REI. Nous allons, enfin c'est surtout vous Paul qui allez parler. On va se poser la question pourquoi la ville, pourquoi le bois en gros. Et donc allez-y. Eh ben, bonjour à tout le monde. Donc effectivement, le micro c'est ça, c'est que c'est plutôt dans les... Le micro c'est dans les Bon, mais écouteurs, donc vous pouvez y aller, je vais quand ça même... fonctionne. Vous Donc, nous entendez bien? C'est parfait. bon bah parfait, on démarre. Donc on est au salon de l'immobilier bas carbone. On va faire avec moi un focus là vraiment sur le bois. On parle beaucoup de construction bois aujourd'hui et l'idée c'est de comprendre en fait pourquoi le matériau bois est vraiment un des matériaux clés dans la transition écologique et bas carbone. Je commence par un slide de la stratégie nationale bas carbone. Donc ça, c'est la dernière version de 2017. Ce qu'on voit ici, donc là, c'est vraiment à l'échelle, je dirais, macro-carbonique. C'est ce qu'on appelle le facteur 4, comment on doit réduire pas de x5 nos émissions depuis 1990, et aussi comment on doit doubler le stockage carbone des puits forestiers. Donc, si on fait un focus sur notre secteur d'activité, donc à la fois la construction, l'immobilier, donc on se rend compte qu'ici que 84 millions de tonnes de CO2 qui sont émises, c'est le secteur du bâtiment, donc on est de l'ordre de 20%. Et si on rajoute la consommation énergétique des bâtiments, on arrive de l'ordre de 40% des émissions qui sont liées à notre industrie. Donc on est vraiment une des industries qu'il faut le plus, j'ai envie de dire, effectuer sa transition. Le bois, concrètement, quand on regarde d'un point de vue scientifique, pourquoi au moment de la RE 2020, dans les bilans carbone, on voit de plus en plus le bois apparaître de façon presque obligatoire. C'est parce que des raisons très simples qu'on a appris d'ailleurs dans nos cours de biologie, la séquestration de carbone en forêt. Quand un arbre grandit, par la photosynthèse, il vient capter du carbone en le séquestrant. Le stockage long terme, c'est qu'en fait, quand on construit un immeuble en bois, les immeubles peuvent durer plusieurs siècles. Et la matière, le carbone va être en fait capturé et stocké dans ces immeubles. Et même en cas on a des possibilités de démontage, de réutilisation. Donc on a la capacité de stocker sur le très long terme. Et ce qu'on appelle l'effet de substitution, c'est un peu plus technique quand on regarde les enjeux carbone, c'est qu'à chaque fois qu'on met du bois, eh bien en fait on le substitue par des énergies plus émettrices comme l'acier ou le béton. Donc, moi, ce que je dis souvent, c'est qu'effectivement, on a quand même la science avec nous, ce qui est favorable. Et on va regarder aussi au fur et à mesure les enjeux derrière de forêt. Parce que quand on parle de bois, il faut parler de forêt. On l'a dit au tout début, dans la stratégie nationale bas carbone, il faut doubler le stockage carbone forestier. Et donc, dans ce doublement du stockage carbone forestier, là, c'est projeté en 2050. On se rend compte que 63% du stockage en forêt, ça sera à la fois les puits de carbone donc forestiers et les effets de substitution du produit bois. Il y a une petite flèche ou pas pour montrer? Bon, ça c'est l'effet de substitution du produit bois et ça tout ce qui va être le carbone forestier. Donc en fait le rôle de la forêt et du bois est vraiment majeur. C'est un rôle capital, hein, hein, capital. capital oui, dans les enjeux actuels. Une fois qu'on a dit ça, depuis la COP 21, ça fait longtemps qu'on parle de voilà, faut commencer. On l'a vu, hein, la courbe ne baisse pas. Donc maintenant, c'est quels moyens on met en face de ça. On a des objectifs qui sont clairs. Comment on y arrive? Donc là, la filière forêt-bois est dans un moment de structuration important. Historiquement, en fait, on a eu des nombreuses initiatives qui ont vu le jour. Certains d'entre vous, je vois des maîtres d'ouvrage qui connaissent le club Adivebois, le CNDB, le club Oui au Bois. Je fais exprès d'un peu tous les citer parce que les gens n'y comprenaient pas trop, principalement les professionnels de l'immobilier. Ils se disaient, mais en fait, qui s'occupe du développement bois, comment ça fonctionne, voilà. Donc on s'est rassemblés et on a créé quelque chose de simple qui est un club qui va regrouper des maîtres d'ouvrage et des maîtres d'œuvre qui va s'appeler le club Ambition Bois. Donc une structure, en tout cas un groupe national qui va porter une stratégie nationale qui sera ensuite déclinée dans des pactes bois biosourcés dans chacune région d'Île-de-France. Chacune des régions de France. On a commencé en Île-de-France. Il y a un pacte qui a été signé dans le Grand Est. Là, la semaine prochaine, on signe un pacte lors du congrès HLM à Lyon, donc pour la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et il y a déjà 4 nouvelles régions qui se sont engagées. Et donc on a le projet. Et à terme, toutes les régions ont signé leur pacte Voilà, Ambition Bois. on l'espère. C'est pas une obligation, mais comme on voit que c'est un outil qui fonctionne, qui permet de vraiment accompagner la structuration du marché, eh bien effectivement, c'est les collectivités, les maîtres d'ouvrage, tout le monde qui prend ses responsabilités. Pour donner un exemple concret, ça c'est une enquête qu'on a réalisée en Île-de-France, donc pour voir un peu les effets du pacte et puis plus généralement du développement du marché. Donc on voit que sur la période 2015-2020, on avait à peine 4%
de volume de bois, on va dire, dans les constructions, enfin du matériau bois. Donc bien sûr, c'est le béton qui reste le matériau dominant. Mais sur la projection 2020-2030, on voit qu'on passe à 17%. Alors on rattrape que la moyenne européenne. En Europe, on est à 17% de construction bois, avec des pays comme la Norvège ou la Suède qui sont déjà à 30%. Actuellement, on est à quoi, 10? Là, on est en train d'être à 8, 7-8%. 7-8%. Donc on voit qu'il y a déjà eu une augmentation, mais elle est amenée à se développer. Donc parfois, il faut toujours prendre le temps de regarder quand même des ouvrages, parce qu'avec le bois, on fait absolument tout aujourd'hui. Là, c'est une image de la piscine olympique qui est en cours avec l'atelier d'architecte 234 et Venhoven. Ça, c'est une tour à Bergen, donc c'est en Norvège, de 85 mètres. Donc elle est livrée aujourd'hui, mais là c'est juste pour montrer la phase chantier. On était sur l'ensemble de la structure qui était en bois. Il y avait juste la cage d'escalier qui était en béton. Il y a un immeuble de 100 mètres qui est en train de se faire en Suisse, qui va être détrôné, où même le noyau central sera en bois. Donc on sera sur une structure 100% bois biosourcé. Donc ça, on en parlera peut-être après, mais voilà, ça fait partie des enjeux de montrer que ça se fait partout en Europe et qu'aujourd'hui en France, on n'a plus de problématiques. Voilà. Et c'est aussi, alors la filière, on a un prix qui s'appelle le prix national de la construction bois. C'est juste montrer aussi des opérations simples. Ça, c'est le lauréat du logement, c'est Mars Architecte de l'année dernière, et qu'on fait des très belles choses, du bureau. Bon, je pourrais, si j'avais une heure, je vous montrerais plein de belles opérations, mais c'était juste pour le message de dire qu'on peut tout faire. Voilà. Le souci, c'est que pour construire en bois, il faut du bois, il faut des forêts, oui. Il faut des forêts bien gérées, et il faut que la société accepte aussi l'exploitation de la forêt. Tout à fait. En fait, quand on vient de dire il faut développer la construction bois. Maintenant, comment on développe la construction bois? On doit s'intéresser en fait à toute la filière. Parce que quand on met en œuvre du bois sur un chantier, on va avoir, si on compare par rapport à l'arbre qui était en forêt et la grume qui a été coupée, donc transformée par un sieur, on voit le schéma qui est ici, on va avoir entre 20 et 40% de matière qui va être donc utilisée sur le chantier. Mais au niveau de l'économie globale de la filière, eh bien, on doit valoriser dans d'autres produits 60 à 80% de ce qui reste. Donc les usages, dans le fond, on les connaît. On a du bois de palette, on peut avoir du bois énergie. Il y a 36 usages différents du bois, en tout cas d'organisations qui gèrent différents types d'usages. Mais en tout cas, on doit avoir une vision, je dirais, macro sur ces enjeux-là. Et je trouve que c'est un beau schéma pour tirer toute la filière. Voilà. Quand on parle, parce que je vous interromps 30 secondes. Il y a une filière industrielle derrière, avec des emplois qui sont non délocalisables. Exactement. On a 430 000 emplois aujourd'hui dans la filière forêt-bois française. C'est 12,5% des emplois industriels. Donc parfois on dit oui, il n'y a pas de filière bois en France, c'est plus que l'automobile. Donc aujourd'hui on est dans cette période d'organisation, de structuration, mais dans tous les territoires on a historiquement une industrie très, très forte. Pour une question aussi que je la pose à votre place, mais en tout cas qu'on pose très souvent, c'est que maintenant on dit oui, mais est-ce qu'on ne va pas commencer à déforester si on intensifie? Est-ce qu'on a assez de ressources? C'est l'acceptation sociale, en fait. Tout à fait, c'est ce que vous disiez. Donc bon, je commence par un schéma simple, c'est juste la map du monde sous l'angle de la forêt. Donc aujourd'hui, on est à peu près à 30% de la surface terrestre mondiale qui est occupée par les forêts. Et quand on rentre un petit peu dans le détail, on se rend compte déjà qu'en Europe, on représente, avec 227 millions d'hectares sur 4 milliards, moins de 5% de la forêt mondiale, qu'elle est en accroissement, la forêt européenne, de plus de 9% entre les années 2020 et 2030. En France, on voit que c'est même plus 20% ici. Donc en fait, on voit bien qu'à l'échelle de l'Union européenne et à l'échelle de la France, ça grandit. Par contre, derrière, dans le dialogue forêt-société dont on va parler un moment, on voit qu'on est quand même dans une déforestation mondiale, c'est-à-dire que la balance en surface, elle est de moins 4%. Et c'est le Brésil, c'est les pays d'Asie du Sud-Est, où aujourd'hui, vous connaissez... Les sujets, on déforeste. Après, quand on parle de gestion forestière, les gens sont souvent, qu'est-ce que c'est le renouvellement forestier? Qu'est-ce que c'est la plantation, la régénération naturelle? La régénération naturelle, c'est juste dire qu'en fait, on intervient dans la forêt, mais que la forêt se renouvelle naturellement. Et les plantations, c'est qu'on va venir planter, dans le cadre de la gestion forestière, des arbres après les coupes. Et on voit qu'en France, aujourd'hui, 87% de la forêt, elle est dans un phénomène de régénération naturelle. Un point, pour moi, c'est un des slides les plus importants. Alors, il est issu d'une enquête de l'INRA et de l'IGN de novembre 2017. Et en fait, il montre, c'est un scénario, quel rôle de la forêt et du bois dans l'adaptation au dérèglement climatique. Je vous invite à la regarder, on la trouve facilement sur Google.
Là, j'ai pris qu'un slide parce qu'on n'a pas 2 heures pour présenter les 120 pages de l'étude, mais c'est quand même pour montrer qu'aujourd'hui, et quand on revient sur la question d'articulation des usages, on parle de construction bois, mais aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe au niveau de la planification écologique, on était hier avec Marc Jancovici, toute la filière en train de travailler sous la commande de la Première ministre, pour voir justement comment on va articuler les usages. Parce que le transport aérien, aujourd'hui, les grandes industries se disent eh ben, il faut faire du biofuel, c'est une solution pour décarboner l'économie. Voilà, et le biofuel, ça passe par la forêt. Eh ben, le biofuel, la ressource principale, aujourd'hui, la première énergie renouvelable, c'est pas l'éolien, c'est pas le solaire, c'est la biomasse, à plus de 40%. Donc si on veut intensifier ça, encore une fois, c'est tout un modèle je dirais, de forêt économique qu'il faut voir. Là, ce qu'on voit quand même, c'est que si on est dans des scénarios de grandes intensifications, on va quand même avoir un trou. Donc ça, par exemple, c'est le carbone, les puits de carbone forestiers, donc les évolutions à 2050 en fonction de différents scénarios. Donc ce qu'on voit, je ne rentrerai pas, encore une fois, pas dans le détail de l'étude, mais il y a, en cas d'intensification importante, on va quand même, pendant un moment donné, avoir une baisse, un trou. Donc, c'est un point qui est quand même, je pense, important quand on parle notamment de la RE 2020 qui nous concerne tous. Aujourd'hui, c'est très favorable pour le bois parce que grâce à la CV en dynamique, eh ben, en fait, on a des bilans carbone. Plus on va mettre de volume de bois en œuvre, plus on va avoir un bilan carbone performant. Mais par contre, c'est un petit peu à l'encontre de la frugalité. Aujourd'hui, dire que la ressource elle est illimitée, on est vraiment dans ce moment, on est en train de prendre conscience que non, les ressources ne sont pas illimitées et c'est d'autant plus vrai sur la forêt. Donc il va y avoir des arbitrages. En tout cas, là, on est vraiment, encore une fois, dans un truc macro, quand je dis carbonique, c'est qu'il faut réfléchir vraiment global. Oui, en tout cas, le discours de la frugalité et le bon sens, même quand on met en œuvre du bois, des matériaux, moins on va utiliser de matière, mieux ça va être, même si ce ne sera pas le bilan carbone le plus performant. Donc ça, c'est une réflexion qui est quand même... Alors nous, la filière bois, on ne va pas critiquer le bilan, la RE 2020 qui a pris au moins en compte le carbone, où on voit on est ultra favorable, mais il faut quand même avoir cette réflexion sur les ressources. Réfléchir sur le carbone et sur la quantité de matière qu'on met dans ces bâtiments. Exactement, oui. Alors, dans la globalité, moi je fais un angle très sur le bois, mais c'est vrai pour tous les sujets. C'est vrai pour le bois aussi. Et c'est encore plus vrai, on le voit pour le bois, qui va être une ressource dont tout le monde la regarde de très près. On l'a vu, quand je dis tout le monde, c'est toutes les industries. Là, on parle de stratégie filière, mais il n'y a pas de stratégie privée, je dirais, de développement industriel sans stratégie publique. Donc, c'est quand même rappeler que voilà, le gouvernement, aujourd'hui, et c'est vrai partout dans le monde, il y a des plans. Dans le plan de relance, on a eu 500 millions d'euros pour développer, subventionner nos industriels, pour que, justement, on augmente les capacités, pour que on est à 430 000 emplois. Je fais toujours un parallèle avec la forêt allemande, qui est 50% plus petite. Ils ont 11 millions d'hectares, mais ils ont 1 million d'emplois. Donc en fait, si on fait une règle par 3, il y a 1 million d'emplois à créer dans la bioéconomie française, juste pour attraper l'Allemagne. Donc on a besoin d'investir massivement dans notre industrie, et là on est vraiment dans des investissements, et le gouvernement est à nos côtés pour ça. Donc ça, c'est un élément, j'ai envie de dire, positif. Et pour finir sur le... Quelle heure il est? Ça fait combien de temps? On y est presque. Voilà, c'est le dernier slide. Le vrai sujet aujourd'hui, ou en tout cas un des sujets qui devient de plus en plus important, c'est le sujet, ce qu'on appelle dans la filière le dialogue forêt-société, mais concrètement, c'est l'acceptation de, peut-être qu'à un moment donné, on va intensifier, peut-être que pendant un moment donné, il va falloir, tout ce qu'on vient de voir. D'un côté, ce qui est très intéressant, c'est que 74% des Français disent qu'on n'utilise pas assez le bois. Donc en fait, les Français aiment le bois. C'est des enquêtes, ça c'est une enquête du CSA qu'on a fait en 2021, donc elle est assez récente. Et donc ils sont pour le développement de la filière. Par contre, quand on regarde de l'autre côté sur les questions de gestion forestière, de coupe d'arbres, il ne faut pas trop couper les arbres par contre. Donc on veut construire en bois, mais on ne veut pas couper d'arbres. On veut du bois, mais on ne veut pas couper l'arbre. Donc on est dans un moment, il faut trouver les solutions. J'étais avec un président d'une école la semaine dernière qui parlait lors des universités d'été de la forêt du bois, qui est une personne assez âgée, donc qui avait une certaine sagesse, qui dit il faut trouver des moyens d'assurer le continuum émotionnel en fait entre le moment où on est en forêt et on passe lors d'une balade, où on a tous des mémoires de voilà ce qu'on peut avoir en forêt, enfin positives, le moment où on coupe, où là tout à coup c'est un peu crispant, oui on abat des arbres, on tue des arbres selon les éléments de langage, et puis après on retrouve quand on fait un violon et ensuite on va écouter un opéra, on peut retrouver des émotions. Donc c'est aussi à un moment donné, c'est vis-à-vis de la société, créer un récit qui n'est pas que autour du carbone notamment, même si on est à l'immobilier du salon bas carbone, mais sur les questions de biodiversité, sur les questions de gestion durable, parce que sinon, on l'a vu dans les moments donnés, on a vu accélérer dans certaines... la société civile, elle va devenir de plus en plus regardante sur l'éthique et la façon dont on fait les choses. Voilà. Comme on a un peu de temps, vous étiez ce matin à quelque chose où vous avez travaillé avec les citoyens justement sur cette question-là.
Oui, bah en fait, avec Fibois Île-de-France, donc l'interprofession de la région Île-de-France, on aime un peu innover ou en tout cas tester des nouveaux formats. Donc on a lancé une convention citoyenne pour la forêt, spécifique sur l'Île-de-France. Donc on a repris la même équipe que la convention citoyenne pour le climat, en essayant d'ajouter beaucoup plus d'opérationnalité, parce que c'est ce que nous disaient ce matin les gens, mais de présenter un peu tous les enjeux sur 3 week-ends pour transmettre du savoir et de la pédagogie auprès de citoyens, et pour qu'ensuite, peut-être, voilà, même si on est des sachants, grâce à l'intelligence collective, on arrive à... Ça veut dire qu'il faut avoir des relais dans la société civile. Tout à fait. Oui. Après, on travaille, nous, la filière, on travaille avec une plateforme. On a réalisé des assises, les assises de la forêt et du bois, qui étaient donc de octobre 2021 là, jusqu'en février 2022, donc c'est assez récent. Et il y avait la plupart des ONG. Il y a un groupe qu'on appelle le groupe des 6 ONG qui travaillent sur les questions de forêt et bois. Il y a WWF, FNE, Nature 2000, Céline, j'ai un trou sur les 2 autres. En tout cas, les ONG majoritaires qui traitent questions de forêt et de bois. Et on est en train de travailler avec eux justement sur des textes communs, sur des pratiques communes, pour bien montrer que les sites, que voilà, on a beaucoup de choses en commun quand même, mais sur les pratiques, en termes de coupe, quelles essences on plante, comment on va adapter la forêt sur le long terme, de montrer que c'est pas juste une filière économique et industrielle, et qu'elle est aux côtés des ONG aussi, et qu'on fait ce travail en commun. Pour derrière qu'effectivement, vis-à-vis de la société civile, on se dise, bon, on a l'impression qu'il se passe quelque chose qui va dans le bon sens. Qui va dans le bon sens, hein, et qu'on ne va pas tout raser. Exactement. Merci, on avait 20 minutes, on a tenu nos 20 minutes, je crois même 19, donc ouais. Bravo, vous pouvez l'applaudir.